Les cochons à la ferme. Des bêtes de race robuste, saines, joueuses, élevées au grand air, avec de l'espace pour s'ébattre et une souille pour s'y vautrer. Les truies disposent d'un box individuel où leurs porcelets grandissent en toute tranquillité. Voilà l'élevage tel que le grand public l'imagine. Mais qu'en est-il de la réalité ? Un restaurant à viande, comme l'Allemagne en compte beaucoup. Les clients y viennent principalement pour l'escalope de porc panée, la viande favorite des Allemands. Surtout quand elle est goûteuse, généreusement servie et bon marché. Midi et soir, 7 jours sur 7, le lieu affiche complet. Le public, de tous âges, est majoritairement masculin, comme dans tous les restaurants de ce genre. On essaye régulièrement de proposer de nouveaux produits sur notre carte. On vend beaucoup de steaks et de viande de dinde, mais ce qui se vend le mieux, c'est l'escalope panée. Il faut dire que c'est bon. L'escalope de 250 grammes, vendue 10 € est considérée ici comme une petite portion. La portion moyenne, de 500 grammes, coûte 15 €. La grande portion, 3 kg pour 45 €, est suffisante pour une famille de 5 personnes. Ici, elle est commandée en assiette individuelle. Des portions de ce genre, ça fait beaucoup de viande qu'il faut acheter, découper et préparer. Durant les mois d'été, ça peut aller jusqu'à 1 tonne de viande par semaine. 1000 kilos d'escalopes par semaine pour un seul restaurant. Pour une telle quantité de viande, il faut 300 cochons, chaque semaine. Et toutes ces bêtes ne proviennent pas des élevages fermiers. « 90% des porcs transformés en Allemagne ne viennent pas de la ferme, mais d'élevage industriel. L'Allemagne compte environ 900 élevages intensifs, parmi lesquels l'agrofarm Herwigsdorf, qui a une capacité de 10 000 porcs. L'exploitation est dirigée par Matthias Döcke. Le site appartient à une société d'investissement qui a restructuré l'entreprise en 1990, après la fin de la RDA. Ces porcelets sont arrivés ce matin. Avant de les transporter, on les a fait jeûner. On fait ça systématiquement parce que le transport génère beaucoup de stress chez les bêtes. Et donc, pour qu'ils n'aient pas l'estomac trop plein, on les fait jeûner avant de les déplacer. D'ailleurs, là, on voit qu'ils ont très faim. Chaque box compte 27 cochons. Avant d'être emmenés à l'abattoir, ces porcelets devront atteindre un poids de 120 kg. Ils disposeront alors de moins d'1 mètre carré d'espace. Ces porcelets viennent de notre propre élevage. Quand ils arrivent, ils pèsent environ 26 kg. Ils vont rester ici entre 113 et 120 jours, c'est-à-dire environ 4 mois, durant lesquels ils vont passer de 26 à 115 ou 120 kg. Si vous faites le calcul, ça correspond à une prise de poids d'environ 900 grammes. Et après, on les vend. Une prise de poids d'environ 900 grammes par jour. L'engraissement dure 4 mois. À l'âge de 8 mois, les porcs pèsent 120 kg et partent pour l'abattoir. Chaque bête rapporte alors 200 € à l'éleveur. Mais tout frais déduit, le bénéfice restant s'élève à peine à 5 € par cochon. L'agrofarm Herwigsdorf dispose de 10 000 places d'engraissement. 5 fois par jour, la nourriture arrive dans les quelques 300 box grâce à un système automatisé. Comme la plupart des élevages intensifs, l'exploitation s'est dotée de silos à grains et d'un mélangeur d'aliments. Cette machine nous permet de produire différents mélanges alimentaires. Ces mélanges varient en fonction de l'âge et du stade d'engraissement de nos cochons. Dans l'ensemble, on prépare environ 25 tonnes d'aliments par jour. La nourriture est pompée automatiquement vers les box par un réseau de tuyaux. Les cochons séjournent sur un sol en caillebotis qui occasionne fréquemment des blessures et des inflammations articulaires. Mais l'avantage du sol ajouré est qu'il permet l'écoulement des déjections. Celles-ci sont ensuite récoltées en sous-sol,
et pompée vers d'immenses citernes à lisier. Cette exploitation en recueille 40 000 litres par jour, soit 40 mètres cubes. 40 mètres cubes par jour, si on reporte ça sur un mois, ça fait 1200 mètres cubes. Dans ces 10 bâtiments, l'exploitation élève chaque année 30 000 porcelets destinés à l'engraissement. Par mesure d'hygiène, nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur. Nous vous montrons les images mises en ligne sur YouTube par l'entreprise. Les 10 bâtiments abritent 1200 truies reproductrices. La plupart des élevages intensifs disposent d'une nurserie de ce genre. Les truies sont d'une race hybride, sélectionnée spécialement pour la reproduction. Elles sont inséminées artificiellement, puis nourries d'aliments concentrés. Pour optimiser la reproduction, les truies passent 50% de leur vie enfermées dans des cages pour éviter qu'elles n'écrasent leurs petits et pour que les porcelets aient constamment accès à leurs mamelles. Chaque truie donne naissance à environ 20 porcelets par portée. La moyenne habituelle est de 6. Avec 3 portées par an, elles sont épuisées au bout de 3 années et envoyées à l'abattoir. Les méthodes de production des élevages industriels misent sur l'optimisation du rendement et de l'espace. Les animaux ne voient jamais la lumière du jour. Le bruit, la chaleur et le manque d'espace modifient les rapports de groupe et conduisent souvent à des comportements agressifs. Pour éviter que les bêtes ne se blessent mutuellement, les éleveurs procèdent à l'écourtage préventif de leur queue. Pour le traitement des porcelets, l'anesthésie n'est pas obligatoire. En principe, cette pratique est interdite par l'Union européenne. Mais l'application des directives européennes est du ressort des États membres et l'Allemagne ne sanctionne pas l'écourtage préventif des queues. Dans les élevages industriels, le principal facteur de coût est la main-d'œuvre. Par conséquent, la plupart des tâches sont automatisées. Nous ne croiserons quasiment aucun employé. Dans les conditions actuelles, c'est très difficile de gagner de l'argent avec l'élevage porcin. Et donc, il faut un certain nombre de bêtes par box pour couvrir nos frais et pouvoir payer les salaires. En l'occurrence, nous avons calculé qu'il fallait entre 2000 et 2500 places d'engraissement par employé pour être rentable à court et à moyen terme. Dans cet élevage, 5 employés s'occupent ainsi de 10 000 bêtes. La durée de vie des cochons répond elle aussi à des critères de rentabilité. À l'âge de 8 mois, ils atteignent le poids de 120 kg, ce qui constitue le meilleur ratio prix-rendement pour l'abattage. Au-delà de 8 mois, un cochon engraisse moins vite. Il coûte plus cher en nourriture. Les élevages allemands produisent 60 millions de cochons par an. Une telle quantité de bêtes nécessite des techniques d'abattage et de transformation industrielle. L'entreprise agroalimentaire Tönnies est implantée à Weissenfels. Elle dispose de l'un des abattoirs les plus modernes d'Europe. Les 2 autres géants du secteur sont les entreprises Vion et Westfleisch. Ces 3 groupes abattent plus de la moitié des cochons allemands. Les usines de viande travaillent à haut rendement. L'abattage et la découpe coûtent 1 € par bête. À Weissenfels, 20 000 porcs sont tués tous les jours, 6 jours par semaine. La production est automatisée et effectuée par des équipements de pointe. Les lignes de production de viande hachée ou autres fonctionnent 24 heures sur 24. Elles ne s'arrêtent que le dimanche. La plupart des viandes sont conditionnées sur place sous la marque d'enseigne de plusieurs chaînes de discounters et de supermarchés allemands et étrangers. Tönnies réalise 50% de son chiffre d'affaires avec ses exportations. L'argument numéro 1 est le prix. Grâce aux élevages industriels, la viande de porc allemande est la moins chère d'Europe et du marché mondial. La viande allemande bon marché est omniprésente. On la trouve dans les supermarchés, chez les discounters et même dans les stations-service. Les victimes de cette guerre des prix
sont les boucheries traditionnelles. L'Allemagne en compte encore environ 15 000, mais beaucoup d'entre elles ferment leurs portes. Les boucheries indépendantes tentent de se démarquer de la concurrence bon marché par le service et la qualité des produits. L'une d'entre elles est l'entreprise familiale Schlamerl, à Ottobrunn, près de Munich. Ici, la viande n'est pas une marchandise de gros, mais un produit de valeur. J'aime beaucoup mon travail. Les produits alimentaires, c'est important. Pour moi, nourrir les gens, c'est une mission. Une philosophie que Brigitte Schlamerl a transmise à ses 2 filles. Victoria a 19 ans. Elle est apprentie dans l'entreprise de ses parents. Mais elle fait figure d'exception. Les jeunes qui s'engagent dans ce secteur sont rares. De nos jours, la viande s'achète en supermarché. Regarde Marie-Louise. L'idéal, c'est quand il y a une largeur de pouce de lard. Là, c'est un bon cochon. Franz Schlamerl, le maître boucher, et sa fille aînée Marie-Louise travaillent également dans la boucherie familiale. Pour offrir à leurs clients des viandes de qualité, ils achètent exclusivement leur porc dans des élevages respectueux du bien-être animal. Mais ils coûtent 20% plus cher que les porcs issus des élevages industriels. Ce qui est très important, c'est que les cochons ne présentent aucune blessure et aucune trace de saignement, parce que ça indiquerait qu'ils ont été maltraités avant d'être abattus, ce qui pourrait donner une viande de mauvaise qualité. Les épaules doivent être bien formées et il ne doit pas y avoir de blessure au cou. La qualité de la viande dépend directement du mode d'élevage. Un cochon élevé dans de bonnes conditions, avec de l'espace pour s'ébattre, développe des muscles. Les fibres de sa chair sont plus fines que celles d'un animal d'élevage industriel. Et ça ne se ressent pas uniquement au goût. Un professionnel fait la différence au premier regard. Sur une carcasse de porc, on voit parfaitement si l'animal a été élevé sur du caillebotis et s'il a eu des problèmes aux articulations. Un boucher sait faire la différence entre la viande d'un cochon élevé et abattu dans de bonnes conditions et une viande qui provient d'un élevage de masse. Franz Schlamerl senior est retraité. Il continue pourtant de mettre la main à la pâte. La boucherie a été créée en 1930 par ses parents. Il a connu les années de guerre et de misère, mais il se souvient aussi qu'après la guerre, la consommation de viande a beaucoup augmenté. Avant, on mettait le lard et les viandes en vitrine. Regardez cette poitrine comme elle est grasse. Oui, c'est plein de gras. Ça ne se vendrait plus du tout. Il fallait de la quantité et du gras. Voilà. Mais ça présente bien, non? Oui, mais c'est fou toutes ces saucisses accrochées. Ça ne se fait plus du tout d'accrocher les choses. Tout était produit à la main. Les paysans amenaient leurs vaches ou leurs cochons à la boucherie. L'abattage se faisait dans la cour. Les bêtes étaient transformées dans l'atelier de boucherie. Les clients ne consommaient pas uniquement des filets. Les abats, le boudin et les saucisses de foie coûtaient peu cher et étaient très appréciés. Il y avait 4 bouchers dans notre rue. Notre boutique était la plus grande. À l'époque, on ne trouvait la viande qu'en boucherie. Il n'y avait pas encore de supermarché. Non, il n'y avait pas de magasin d'alimentation générale. Ça n'existait pas du tout. En 1960, un ouvrier allemand de l'Ouest devait travailler 116 minutes pour pouvoir acheter 1 kilo de côtelettes de porc. Ce chiffre tombe à 36 minutes en 2001 et à 24 minutes en 2017. En 1960, la consommation de viande était moins élevée. Le rôti du dimanche avait un caractère festif. La viande était plus chère. Elle avait une valeur. De nos jours, la nourriture pour chat coûte presque plus cher qu'une escalope. Avec le miracle économique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la viande devient un signe de richesse. Après des années de privation, les Allemands aiment manger beaucoup et gras. Le commerce de la viande est une affaire lucrative. Au milieu des années 60, la première vague de viande à bas prix touche les boucheries traditionnelles.
La communauté économique européenne fait tomber les barrières commerciales et douanières. La viande de porc à bas prix, originaire des Pays-Bas et du Danemark, arrive sur le marché allemand. Le prix dicte le marché. Les supermarchés nous ont fait énormément de tort. Ils sont apparus au milieu des années 60. Ma mère m'a raconté que lorsque le premier supermarché a ouvert juste à côté, tous ses clients se sont précipités là-bas. La viande était moins chère, elle était prédécoupée et il y avait un choix incroyable. Du jour au lendemain, la boucherie de mes parents s'est retrouvée complètement ringardisée. Jusque-là, elle tournait toute seule, sans qu'ils aient besoin de se poser de questions. Et là, ils ont dû réagir. Au début des années 90, les boucheries traditionnelles font face à un nouveau défi. La réunification allemande a des conséquences importantes sur la production de viande. Le site de Point Alpha, à la frontière entre la Thuringe et la Hesse, mémorial de l'Allemagne divisée. Derrière le rideau de fer, la RDA avait structuré son système économique en vastes entreprises d'État. 1990 voit la réunification des Allemagnes de l'Est et de l'Ouest. Les répercussions sur l'économie sont considérables. Les anciennes entreprises d'État est-allemandes sont privatisées. Bon nombre d'entre elles sont rachetées par des groupes d'investisseurs et des sociétés de l'Ouest. Le groupe agroalimentaire Tönnies profite de la situation pour acquérir le combinat de Weissenfels. Jusqu'en 1990, Rausch Holm est chef d'équipe à l'usine de viande de Weissenfels, aujourd'hui reprise par Tönnies. J'ai quitté l'école en 1965, après le collège. Je voulais absolument devenir boucher. Avec ma mère, je me suis présenté à l'abattoir et j'ai posé ma candidature. Ils m'ont pris. Nous étions 2 apprentis et j'ai fait 3 ans de formation. L'apprenti devient employé, puis opérateur d'abattage et de découpe. En RDA, comme à l'Ouest, la consommation de viande augmente. La demande est en hausse. Le combinat de viande s'agrandit et devient l'une des entreprises les plus modernes de RDA. Il y avait 2 équipes, avec chacune un opérateur d'abattage, qui était responsable de l'abattage de 750 porcs par service. Notre abattoir était assez moderne. J'étais très fier d'y travailler. Et ça a duré jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où on a compris que la RDA allait s'effondrer. Puis le mur de Berlin tombe. Malgré ses 1500 bêtes abattues par jour, l'usine de Weissenfels n'est pas suffisamment compétitive pour l'économie de marché. Trop de personnel, des machines obsolètes, absence de capital pour investir. Le groupe Tönnies de Rhénanie du Nord-Westphalie se pose en repreneur éventuel. Bernd Tönnies, co-directeur de Tönnies, est venu en personne et je lui ai fait visiter le site. Il m'a dit « Tout ça ne vaut rien du tout ». Et ça m'a terriblement vexé. Je lui ai dit. Tönnies rachète pourtant l'usine. Sa situation géographique la rend particulièrement intéressante pour l'export vers les nouveaux États allemands et vers l'Est de l'Europe. Weissenfels est très bien situé. C'est à 400 km de la mer Baltique, à 400 km de la Ruhr, à 400 km de Munich et à 400 km de la Pologne. C'est ça qui a convaincu Tönnies. Tönnies réduit drastiquement le personnel. Le groupe propose aux employés une indemnité de départ de 1000 Deutschmark, soit 500 € par année d'ancienneté. Beaucoup s'en vont. Rausch Holm reste et fait carrière. De chef de brigade sous l'ex-RDA, il devient opérateur de découpe avant d'être promu conseiller de Clemens Tönnies. J'ai même été invité pour un voyage aux États-Unis. En voyant mon nom sur la liste, j'ai pensé que c'était une erreur, mais la secrétaire m'a confirmé que j'irais bien aux États-Unis avec Clemens Tönnies, l'autre codirecteur. Nous étions 10 à partir. Je faisais partie des conseillers les plus proches de Tönnies. Une fois par mois, je me rendais à Reda, au siège de l'entreprise.
Je ne savais pas pourquoi nous allions aux États-Unis. Nous avons atterri à Chicago et nous sommes allés visiter un abattoir. Et là, ils tuaient 8000 bovins par service. Moi-même, j'avais tué des bovins et je me disais, mais comment font-ils? Après, nous sommes allés à Sioux City, dans un abattage porcin. Ils faisaient 20 000 cochons par service. Et à Minneapolis, ils faisaient également 20 000 cochons. C'est là que j'ai compris. J'ai dit à notre directeur, en fait, Clemens, si tu nous as emmenés en Amérique, c'est pour qu'on comprenne comment les Américains travaillent, parce que tu veux que nous aussi, dans tes abattoirs, on tue 20 000 porcs par service. Il m'a répondu, effectivement, tu as tout compris. Et aujourd'hui, on tue 20 000 porcs par service. Avec des fonds propres et 40% de subventions régionales et nationales, Tönnies transforme le site de Weissenfels en une gigantesque usine d'abattage et de découpe. Le chantier s'achève en 2009. En échange des subventions, les collectivités espèrent des créations d'emplois. De fait, l'usine fait aujourd'hui travailler près de 1700 personnes. Mais selon le syndicat allemand de l'alimentation-restauration, 70% des employés de Tönnies ne viennent pas de la région. La plupart sont des travailleurs à bas prix d'Europe de l'Est, employés par des sous-traitants. Ces sous-traitants passent des contrats d'entreprise avec Tönnies ou d'autres groupes agroalimentaires pour effectuer certaines tâches. Par exemple, découper une certaine quantité de viande. Le travail est réalisé par des employés de l'Est de l'Europe pour le compte du sous-traitant. Celui-ci n'est pas payé pour mettre du personnel à disposition, mais pour exécuter une mission. Le sous-traitant gère le nombre d'intervenants, leur rythme de travail et le nombre d'heures supplémentaires. En Allemagne, cette pratique est légale. Pour les abattoirs, c'est une excellente affaire, car des employés allemands leur coûteraient environ 2 fois plus cher. La Basse-Saxe est la première région productrice de viande de porc en Allemagne. Après le constructeur automobile Volkswagen, la production alimentaire est le deuxième facteur économique de cette région. En Allemagne, 1 porc sur 3 est tué en Basse-Saxe. Les employés de l'industrie d'abattage sont pour la plupart des travailleurs à bas prix de l'Est de l'Europe. Ils sont plus de 90 000, ce qui correspond à 80% des travailleurs du secteur carné de Basse-Saxe. Parmi eux, Constantin, un jeune Roumain de 29 ans, arrivé en Allemagne il y a 3 mois pour travailler dans une usine de viande pour un sous-traitant. Sur Facebook, on lui a fait miroiter un poste d'opérateur de découpe. Mais une fois sur place, il n'est affecté qu'à des travaux non qualifiés et est contraint de changer fréquemment de lieu de travail. Chez l'un de mes employeurs, je m'occupais des abats. Je nettoyais des intestins. J'étais recouvert de déjections de la tête aux pieds. C'était assez écœurant. Et au bout d'un moment, ça m'a provoqué des éruptions cutanées. C'est là que j'ai décidé d'arrêter. À l'usine, la découpe s'effectue à la chaîne et sur la base du travail à la pièce. Les cadences sont infernales. Son collègue Alexei en fait les frais physiquement. J'avais vraiment beaucoup de travail. Pour pouvoir prendre ma pause déjeuner, j'étais obligé de travailler très vite. Et à force, j'ai fini par me couper avec mon couteau. Je n'avais qu'un gant de toile pour me protéger. J'ai crié, je leur ai dit que je m'étais coupé et je leur ai montré ma plaie. J'avais un ongle qui était en train de tomber. Ça les a laissés totalement indifférents. Ils m'ont donné un nouveau gant, j'ai lavé la plaie et j'ai continué à travailler. Constantin et Alexei ont contacté Szabolcs Szepsi de l'association Mobilité Équitable. Lui-même roumain, il assiste les intérimaires en difficulté. Souvent, ceux-ci ne parlent pas allemand. Les contrats de travail ne sont pas rédigés dans leur langue. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont signé. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. On jette un coup d'œil au contrat?
Vous pouvez me montrer les documents? Oui, montre-lui. Les sous-traitants louent à ces travailleurs des appartements pour des loyers exorbitants. De plus, les logements sont liés au contrat de travail. Cela veut dire que quand les travailleurs perdent leur emploi, ils perdent également leur logement et ils se retrouvent à la rue. Nous avons connu des situations où des gens ont été menacés physiquement et expulsés de chez eux du jour au lendemain. Pour les sous-traitants, ces logements génèrent des revenus supplémentaires importants. Ils louent des 2 pièces en piteux état à des groupes pouvant aller jusqu'à 8 personnes pour des sommes comprises entre 250 et 350 euros par lit. Constantin subit lui aussi cette situation de dépendance au logement. Exaspéré par ses conditions de travail, il démissionne. Du jour au lendemain, il se retrouve à la rue. Des amis parviennent à l'héberger tant bien que mal. Par ailleurs, 800 euros ont été retenus sur son salaire. Selon Szabolcs Szepsi, c'est une pratique courante. En principe, ces travailleurs sont rémunérés au salaire minimum. Mais souvent, ils nous disent que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées ne correspond pas à celui indiqué sur le bulletin de salaire à la fin du mois. Par ailleurs, en plus des loyers prohibitifs qui sont déduits du salaire, il y a également des retenues abusives pour les prises en charge de vêtements d'hygiène ou de protection, ou encore de couteaux ou d'autres ustensiles. En règle générale, ce ne sont pas les producteurs de viande, mais les sous-traitants qui exploitent ces travailleurs d'Europe de l'Est. Quoi qu'il en soit, le recours à ces travailleurs détachés permet aux producteurs allemands de produire moins cher que les autres États européens. C'est l'une des explications du faible prix de la viande allemande. Une autre explication se trouve dans les subventions considérables versées pour l'engraissement. Tout commence en 2005, lorsque l'Allemagne change de majorité gouvernementale. Le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder est remplacé par Angela Merkel, du parti conservateur de la CDU. Horst Seehofer, de la CSU, est nommé ministre de l'Agriculture. Il trace les grandes lignes de l'industrialisation de l'agriculture. Seehofer adresse une lettre personnelle aux chères paysannes et paysans d'Allemagne et leur promet d'importantes subventions pour les travaux d'agrandissement et de modernisation. L'agrophare Merwixdorf bénéficie elle aussi des dispositions de Seehofer. En 1990, cette ancienne coopérative de production est-allemande a été rachetée et a vu sa capacité passer à 5000 places d'engraissement. Les mesures de Seehofer lui permettent de porter son volume de production à 10 000 places d'engraissement et de dépasser ainsi le seuil de rentabilité. Le montant exact des subventions reste secret, mais entre 2005 et 2011, des financements à hauteur de 50% étaient une pratique courante. En 2010, le site se dote d'un mélangeur d'aliments automatisé. Nous l'avons financé en grande partie par nos propres moyens. Mais le fait est qu'en Saxe, comme dans d'autres Länder, il existe des programmes d'aide à l'investissement dont nous avons cherché à bénéficier. Nous avons eu recours à des subventions de la part de l'État pour la construction de nouveaux box, les travaux de rénovation et l'installation de cette broyeuse mélangeuse. Une pratique très répandue. En 2017, dans les nouveaux États allemands, les subventions pour l'élevage industriel peuvent encore atteindre 40%. Plus de 700 000 nouvelles places d'engraissement sont actuellement en projet. L'agrophare Merwixdorf engraisse environ 30 000 cochons par an. Pour cela, elle a besoin de 1200 truies reproductrices, de 10 000 places d'engraissement et de 5 employés. Les subventions ont permis à l'exploitation de devenir bénéficiaire. Les prix du kilo de porc sont en effet tellement bas que la rentabilité des usines agricoles passe obligatoirement par la production de masse. Pour les investisseurs de Herwixdorf,
les subventions de Seehofer ont été une excellente affaire. Mais elles ont aussi profité à l'économie allemande dans son ensemble. Jusqu'en 2007, l'Allemagne importait de la viande de porc de plusieurs pays de l'Union européenne. Depuis 2008, l'Allemagne produit beaucoup et bon marché. Elle a désormais atteint l'autosuffisance. Mais à partir de 2009, l'Allemagne produit plus qu'elle ne consomme et exporte ses excédents. Elle est aujourd'hui le plus gros exportateur de viande de porc de l'Union européenne. L'Allemagne exporte de la viande de porc. Avec 120% d'autosuffisance, il reste 20% qu'il faut écouler sur le marché mondial. En soi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Nous parlons d'êtres vivants, bien sûr. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de demander à un constructeur automobile de limiter sa production au nombre de modèles qu'il peut vendre dans son pays. Quand on fait de l'élevage à grande échelle, comme c'est notre cas, on doit s'adapter au prix du marché mondial. Et il faut se donner les moyens de le faire, sinon autant faire autre chose. Pour produire du porc au prix du marché mondial, une entreprise doit engraisser au moins 30 000 bêtes par an. Mais le faible coût de la viande allemande ne s'explique pas uniquement par le travail à bas prix des intérimaires roumains et par les subventions qui permettent de produire industriellement et avec peu de main-d'œuvre. Le ministre de l'Agriculture Seehofer a également modifié la législation en matière de fertilisants. Avant 2005, la taille d'un élevage était liée à la surface de l'exploitation. Le nombre de bêtes à engraisser dépendait de la surface cultivable. Grâce à cette disposition, l'éleveur ne produisait pas davantage de lisier qu'il ne pouvait en épandre en quantité raisonnable sur ses terres. Mais cette réglementation ne s'applique plus. Conséquence, de plus en plus d'exploitations manquent de surface pour épandre leur lisier. Et l'épandage excessif qui en résulte n'est dans les faits plus sanctionné. Les conséquences environnementales sont désastreuses. Les élevages intensifs de masse ne disposant pas d'assez de terre pour épandre leur lisier se multiplient. Les surfaces agricoles sont surfertilisées. Or, le lisier contient des nitrates qui polluent l'eau potable via les nappes phréatiques. Berlin, siège du gouvernement, des ministères et de nombreuses ONG. Parmi elles, Germanwatch. Depuis plusieurs années, Reinhild Benning observe avec préoccupation la qualité de l'eau potable en Allemagne. La teneur limite en nitrate pour l'eau destinée à la consommation est de 50 mg par litre. Au-delà, l'eau n'est plus consommable. Une teneur en nitrate trop élevée peut provoquer des cancers. Chez les nouveau-nés, elle peut générer une cyanose, c'est-à-dire une diminution de la teneur en oxygène dans le sang. Les nitrates présentent donc un risque important en matière de santé. C'est la raison pour laquelle le seuil a même été fixé à 25 mg par litre pour les produits alimentaires. En l'occurrence, des mesures s'imposent. Le ministère allemand de l'Environnement a analysé la teneur en nitrate des eaux allemandes. 50% des sites testés présentent des valeurs alarmantes pour la santé publique, à cause des nitrates provenant des lisiers. Le taux limite de nitrate, fixé par Bruxelles, s'applique à toute l'Union européenne. Depuis des années, l'Allemagne enfreint cette directive pourtant contraignante. Et le gouvernement allemand ne semble pas disposé à mettre en œuvre une réglementation susceptible de régler le problème. Karl Falkenberg, ex-commissaire européen, est conseiller en développement durable auprès de la Commission européenne. Pour lui, les nitrates présentent un danger sanitaire, même en deçà des seuils fixés par la directive. Pour ne présenter aucun risque sanitaire,
Au-delà de la réglementation sur les nitrates, nous avons créé une directive cadre sur l'eau, dans laquelle nous indiquons que l'eau ne devrait pas contenir plus de 10 mg de nitrate par litre. Par conséquent, le fait de dépasser la limite de 50 mg et d'aller jusqu'à 70 ou 80 mg, comme on le voit en Allemagne dans les régions d'élevage intensif, cela n'est pas acceptable et il faut absolument intervenir. C'est la raison pour laquelle Bruxelles a engagé une procédure en manquement contre l'Allemagne pour infraction à la directive sur les nitrates. Les négociations qui ont suivi cette procédure n'ont pas abouti. En persistant à ne pas appliquer la directive de Bruxelles, le gouvernement allemand s'expose à des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. Ces amendes ne sont toutefois pas payées par les pollueurs, c'est-à-dire par les éleveurs, mais par les contribuables allemands. Il me paraît très important d'appliquer de manière renforcée le principe du pollueur-payeur à ces modes de production. Les élevages de masse devraient être tenus pour responsables des dégâts environnementaux qu'ils génèrent. Ils devraient être contraints de dépolluer les eaux de surface, à la place des services publics de l'eau, qui sont financés par la collectivité. Si cela était le cas, les choses seraient plus équilibrées. Et je crois que les mentalités commenceraient à évoluer. En résumé, les profits reviennent aux sociétés d'élevage intensif. Les conséquences de leurs pratiques sont supportées par le peuple allemand. La pollution de l'eau et des sols se fait aux frais du contribuable et au détriment de la santé publique. Les faibles prix du porc allemand ont également d'importantes répercussions en France, et notamment en Bretagne, une région productrice de porc. En France, 30 millions de cochons sont tués chaque année. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne. Pour les éleveurs français, la situation devient critique. Paul Offray est éleveur de cochons. Il dirige un élevage industriel. Ces cochons vivent dans les mêmes conditions qu'en Allemagne. Dans 4 grands bâtiments, il engraisse 20 000 bêtes par an. Donc ici, vous avez une salle d'engraissement. Il y a environ 60 porcs. Ils arrivent à 70 jours d'âge. Et ils restent jusqu'à environ l'âge de 170-180 jours. Et à cet âge-là, ils vont à l'abattoir. L'engraissement se fait comme en Allemagne. Mais les bénéfices se réduisent de plus en plus. Les éleveurs français souffrent d'une distorsion de concurrence avec l'industrie de la viande allemande. C'est plus compliqué depuis les années 2000, mais c'est vraiment très dur depuis 2007-2008. Depuis ces années-là, on a perdu en moyenne 20 éleveurs tous les mois, depuis 10 ans. 20 élevages. Il y a 20 élevages qui disparaissent tous les mois en France, à cause des conditions économiques. Les éleveurs français sont tenus à des lois plus restrictives que leurs collègues allemands. Pour Paul Offray, ce sont surtout les règles environnementales qui posent problème. Pour respecter les règles environnementales françaises, j'épand les lisiers sur la totalité de mes surfaces de culture, qui représentent environ 50% du plan d'épandage. Et donc le reste du lisier est livré chez des voisins, qui eux, pour le coup, sont producteurs de lait et ont besoin de lisier pour fertiliser les pâtures. Ces limitations d'épandage font grimper le prix de ces porcs. Les Français ont longtemps déversé tout leur lisier sur leurs terres et pollué leurs eaux souterraines, comme les Allemands le font encore actuellement. La France a été sanctionnée par l'Union européenne et elle respecte désormais les règles. Mais depuis, elle subit un désavantage concurrentiel par rapport à l'Allemagne. De plus, les frais d'abattage sont nettement plus élevés qu'en Allemagne. Et c'est ce qui conditionne aussi le fait qu'il y ait des usines qui ferment en France. C'était vrai, l'outil qui est à 100 km d'ici, qui a fermé, on a mis 1000 personnes dehors. C'est encore vrai aujourd'hui dans une usine de jambon en France, où il y a 5000 salariés.
Si rien n'est fait dans les semaines qui viennent, c'est 4000 personnes qui vont aller au chômage. La Bretagne dépend des emplois et des bénéfices générés par l'industrie de la viande. Mais la concurrence est rude. Et dans la lutte pour la viande de porc bon marché, la France est défavorisée. Cet abattoir a été contraint à la fermeture. Plusieurs années durant, l'entreprise a lutté contre les prix allemands. Mais en 2013, l'abattoir Gade se met en faillite. Des centaines de personnes perdent leur emploi. Et la Bretagne, région structurellement faible, offre peu de perspectives. Plusieurs autres abattoirs luttent pour leur survie. D'autres pays producteurs de porc, comme l'Espagne, connaissent la même situation. L'Allemagne produit moins cher et exporte sa viande bon marché dans toute l'Union européenne. Le groupe Cooperl, l'un des géants du secteur, est lui aussi en difficulté. Il possède 4 abattoirs et compte 5000 salariés. Cooperl est le premier producteur de viande de porc en France. Son volume de production est considérable. Sur ce site, 20 000 porcs sont transformés tous les jours. L'avenir du groupe est pourtant incertain. Ses exportations sont en recul. Les entreprises allemandes concurrentes exportent plus de 50% de leur production. Cooperl n'en exporte que 32%. Le PDG, Emmanuel Comot, ressent chaque jour la pression des prix allemands. Il y a quelques années, la situation était encore très différente. L'Allemagne a été pendant très longtemps un marché d'exportation pour les producteurs et les abatteurs français, tant que l'Allemagne devienne autosuffisante. Et puis depuis 15 ans, elle est devenue plus qu'autosuffisante. Elle a construit une économie porcine structurellement exportatrice. Et un de ses marchés cibles est la France. Donc vous avez sur la même période, une conséquence très, très claire, la France décroît de 5% et l'Allemagne croît de 30%. Les producteurs de viande de porc européens sont en concurrence. Mais les conditions de production varient selon les États membres. L'Allemagne réalise des économies au détriment de l'environnement et en sous-traitant le travail, ce qui réduit considérablement le coût des salaires. En France, un employé d'abattoir gagne plus qu'en Allemagne. Le coût complet du travail dans une entreprise comme la nôtre, il est autour de 20 € de l'heure, ce qui veut dire que, au final, le coût complet du travail français, dans un abattoir français, est 3 fois supérieur au coût complet du travail dans un abattoir allemand. Le marché européen du porc est déséquilibré. La France cherche des solutions. Une initiative a été prise avec la création du label Viande de France. La qualité est la même, mais l'idée est de miser sur le patriotisme du consommateur. Dans l'entreprise familiale de Gustave Dupin, les viandes sont labellisées. Pour les grossistes comme pour les détaillants, ces labels sont actuellement le seul espoir de vendre plus cher des viandes de qualité équivalentes et de maintenir à flot l'industrie de la viande française. L'étiquetage de l'origine de la viande permet à la plupart des consommateurs français de savoir que cette viande est d'origine française et qu'elle a été transformée en France. Et il soutient la filière française qui emploie les salariés français, leurs familles, etc. Mais tous les consommateurs français ne choisissent pas forcément cette viande car elle est un peu plus chère. Comme les Allemands, beaucoup de Français achètent leur viande en supermarché. Ils ont le choix entre des viandes françaises un peu plus chères et des viandes allemandes à moindre prix. Les deux viandes sont d'égale qualité et proviennent l'une comme l'autre d'élevage industriel. DE, je crois que ça vient d'Allemagne. Et cette marque, c'est vraiment la marque la moins chère. Donc, comme je suis étudiante, vous voyez, ça coûte même pas 1 €. Voilà.
l'Allemagne a les coûts de production les plus bas, et les producteurs du reste de l'Europe en subissent les conséquences. À Bruxelles, les États membres dénoncent une concurrence déloyale et des conditions d'accès au marché inégales. Michel Dantin, député européen, représente les éleveurs et les abattoirs français. Les producteurs français, ils demandent aux législateurs français, aux législateurs allemands, aux législateurs européens d'avoir les mêmes règles. Évidemment, nous avons un conflit fort avec les pays d'Europe centrale, mais je pense qu'il est de l'intérêt des pays de la vieille Europe, si je peux me permettre cette expression, de dégager ensemble une position pour éviter un dumping social. Nous sommes de retour en Basse-Saxe. Constantin, travailleur détaché roumain, a décidé de renoncer. De nombreux Européens de l'Est travaillent dans les abattoirs allemands pour le compte de sous-traitants. Mais rares sont ceux qui supportent leurs conditions de vie et de travail plus de 6 mois. Constantin a emmené Szabolcs Szepsi sur son ancien lieu de travail. Si je suis venu en Allemagne, c'est pour gagner de l'argent. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à rentrer en Roumanie. Mais d'abord, je veux récupérer mon argent. Mon patron me doit encore 165 heures supplémentaires. Le bas coût de la viande allemande s'explique aussi par le dumping salarial. Les Européens de l'Est travaillent à moindre coût par rapport aux salaires conventionnels. Constantin rentre dans son pays. Ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et elles ne le seront vraisemblablement jamais. Il rentre chez lui sans argent. Son rêve d'un salaire décent ne s'est pas réalisé. De plus, son employeur l'a escroqué. Sa femme et ses voisins l'accueillent. La joie des retrouvailles est ternie par la situation. Le couple est criblé de dettes et à court d'argent. Constantin et sa famille vivent dans une ancienne porcherie. Faute d'argent, il n'a pu rénover qu'une petite partie de l'habitation. Dans un cabanon au fond du jardin, il engraisse le dernier cochon qui lui reste. L'animal, nourri avec des racines et des restes alimentaires, sera tué un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Constantin n'a pas d'autre choix que d'emprunter de l'argent à son voisin. Avec son épouse, il se rend chez un discounter allemand à Kalarachi, où la viande la moins chère est vendue au prix de 2,66 € le kilo. Regarde, Allemagne. Ah oui. Ça vient d'Allemagne. Oui, je vois. La viande, distribuée par un groupe allemand, a été découpée par des travailleurs détachés comme Constantin. La région autour de Bucarest compte de nombreux petits élevages de porcs, comme celui de Gina Dumitrare et de son mari. Autrefois, ces éleveurs approvisionnaient la capitale et en vivaient très bien. L'adhésion à l'Union européenne a tout changé. La Roumanie a les salaires les plus bas d'Europe après la Bulgarie. Elle possède également d'importantes surfaces agricoles. Pourtant, l'Allemagne, où les salaires sont plus élevés, parvient à produire moins cher. En 2007, l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne avait pourtant suscité de grands espoirs. Gina Dumitrare espérait que les prix grimperaient. Rien ne s'est passé comme prévu, c'est pire qu'avant. Nous nous attendions à exporter et nous importons. La Roumanie ne comptait pratiquement aucun élevage de masse. Les capitaux pour construire des usines agricoles et des abattoirs industriels n'existaient pas. Après la chute du communisme, les investisseurs étrangers ont été rares.
et les petites structures ne peuvent pas rivaliser avec la concurrence allemande. Imaginons que vous et moi, nous vendions le même produit sur le marché, mais que vous le vendiez moins cher que moi. Qui ferait les meilleures ventes? Et même si mon produit était qualitativement supérieur au vôtre, d'ici à ce que les clients s'en rendent compte, je ne serai plus en mesure de produire. Malgré ses faibles salaires, l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne ne parvient pas à concurrencer les prix allemands. Les groupes allemands renforcent même leur position sur le marché. Au lieu d'importer de la viande roumaine, ils importent la main-d'œuvre. Mes comptes sont dans le négatif. Cette année, le kilo de viande de porc nous rapporte 8 leis. Avec ça, je peux tout juste survivre, nourrir mon enfant, mais pas l'habiller ni l'envoyer à l'école. 8 leis roumains correspondent à 1,76 €. Les éleveurs industriels allemands touchent le même montant au kilo. Ce sont les prix du marché mondial. Mais avec ses 250 cochons, Gina a des coûts de production plus élevés. Avec les prix actuels, les petits exploitants roumains n'ont aucune chance de survivre. L'industrie française de la viande et les petits éleveurs de l'Est de l'Europe ne sont pas les seuls à souffrir. Les petits éleveurs allemands subissent eux aussi la concurrence des élevages industriels. Non aux usines agricoles. C'est le slogan d'une manifestation qui réunit à Berlin des paysans venus de toute l'Allemagne. Actuellement, seuls les grands groupes parviennent à survivre économiquement. Nous ne voulons pas de cette économie de marché-là. Nous voulons une économie de marché équitable, sociale et écologique, avec des paysans qui peuvent vivre de leur travail et des produits financièrement accessibles pour les consommateurs. Les petits exploitants se meurent, dit cette banderole. Le convoi de 130 tracteurs se met en route pour le centre de Berlin. Joren Detmer vient de Saxe-Anhalt. Il n'est plus paysan qu'à mi-temps. Les revenus générés par son exploitation ne lui suffisent plus pour vivre. Tout le monde doit être bien conscient que la viande bon marché provient d'élevages dont les modes de production ne respectent ni les bêtes ni les humains. Les usines agricoles s'enrichissent au détriment des structures plus modestes. Ces 5 dernières années, 60% des éleveurs allemands ont fait faillite. Il faut en revenir aux valeurs ancestrales de la paysannerie. La paysannerie a assuré pendant des siècles la pérennité des exploitations et des familles, en utilisant les ressources naturelles dans un esprit d'économie circulaire. Aujourd'hui, nous sommes dépendants des banques et d'un système qui achète, qui optimise et qui revend. En ce moment, il y a une industrialisation de l'agriculture. Mais on voit bien qu'à terme, ça ne fonctionnera pas, qu'on ne peut pas tout miser sur la réduction des coûts et l'optimisation des rendements. Les animaux et les paysans font partie du circuit économique et ils ne doivent pas être surexploités. En fait, les questions écologiques et sociales sont étroitement liées. Et pour en parler avec le ministre, les manifestants se dirigent vers le siège du ministère de l'Agriculture. Depuis les années 90, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 2. L'an passé, 1400 éleveurs porcins ont cessé leur activité d'engraissement. Conséquence, 90% des porcs allemands proviennent d'élevages de masse. L'Allemagne est le premier producteur porcin d'Europe, mais à quel prix? Sarah Wiener anime une émission de cuisine à la télévision. Depuis peu, elle est également agricultrice et elle dénonce les conséquences de l'élevage industriel. Nous sommes face à une chaîne de destruction dont la plupart des gens ne veulent pas. Mais nous ne savons pas comment réagir pour les combattre. Le problème, c'est que nos interlocuteurs se cachent derrière un système, derrière de grands groupes industriels.
Des groupes qui exportent leurs excédents vers la Chine et vers l'Afrique. Là-bas, ils accaparent les terres pour cultiver du soja et du maïs qui appauvrissent les sols. En Allemagne, ils surfertilisent et polluent les terres pour rester en tête des pays exportateurs. Nous savons pourtant qu'il faudrait consommer moins de viande et accepter de la payer à un prix équitable pour que les animaux, qui sont des êtres vivants, soient traités plus dignement et en fonction de leurs besoins. Pour ces exploitants, l'élevage de masse détruit l'environnement et va à contresens de la nature. Entre-temps, la manifestation a atteint le siège du ministère de l'Agriculture. Mais le ministre n'a pas le temps de les recevoir. Les agriculteurs rencontrent l'un de ses représentants. Le défi qui se présente à nous est le suivant. Comment réaliser la nécessaire modernisation de l'agriculture avec plus de protection pour l'environnement, le climat et les animaux? Nous sommes prêts à le faire. Mais comment le réaliser en assurant la survie des petites, des moyennes et des grandes exploitations? Voilà le défi actuel. Et ces bottes en caoutchouc sont un signal pour Monsieur le ministre. Nous ne voulons pas les retirer. Nous voulons les garder au pied pour assurer demain et après-demain l'avenir de la paysannerie. Je vous en prie. Cette manifestation se répète chaque année depuis 8 ans, mais rien n'a changé. Je transmettrai vos revendications au ministre. Et je crois que, comme vous l'avez souligné, il est essentiel que le dialogue ne soit pas rompu. Merci beaucoup. Pour l'animatrice Sarah Wiener, la viande d'élevage intensif n'a pas de goût et elle est nocive pour la santé. Les gens ne savent plus ce qu'ils mangent. Et le résultat, on le voit. Beaucoup de gens sont malades et on élève les bêtes dans des conditions ignobles. Alors qu'au fond, tout le monde est opposé à ce genre de pratique. La viande n'est plus du tout considérée comme une marchandise de valeur. Il faut qu'elle soit la moins chère possible. Et c'est cela qui entraîne toutes ces maltraitances dans la production de viande de porc. Personnellement, je n'ai vraiment pas envie de manger ce genre de viande. Les porcs des élevages intensifs allemands ne voient jamais le soleil et vivent confinés dans des espaces réduits. Ils se blessent les sabots sur les caillebotis et subissent les courtages de leur queue. Mais quelles sont les conséquences de ce mode d'élevage sur notre santé ? Le vétérinaire Andreas Wilms-Schulze-Kump ne soigne pas les animaux de compagnie. Il s'est spécialisé dans la médecine de troupeaux et traite des milliers de bêtes simultanément. L'élevage industriel est en effet inconcevable sans l'utilisation de produits médicamenteux. C'est un secteur d'activité lucratif dans lequel l'animal est considéré comme un facteur économique et non plus comme un être vivant. Dans sa clinique, Andreas Wilms emploie 15 autres vétérinaires. Regardez sur la droite. Il y a un nouvel élevage qui vient de s'implanter. Tout est ultramoderne et aux dernières normes d'hygiène. Il produit ses propres porcelets pour ses ateliers d'engraissement. La production de viande bon marché a besoin de vétérinaires comme Andreas Wilms. Sa mission consiste à éviter les épidémies et à combattre les maladies. Les vétérinaires bénéficient de remises quantitatives sur les médicaments et ils les administrent le plus souvent de manière préventive. On ne nous sollicite pas uniquement pour les urgences. Les éleveurs anticipent. Ils nous appellent pour empêcher les maladies de se déclarer. Ça fait partie du management. On surveille la qualité de l'eau et de la nourriture. On prélève des échantillons pour détecter les salmonelles. C'est de la sécurité alimentaire. De nos jours, la prévention est plus importante que le traitement. Andreas Wilms développe des vaccins spécifiques pour les élevages en box. Pour les éleveurs, son intervention est déterminante car ils ne peuvent vendre que des bêtes en bonne santé et suffisamment engraissées. Un vétérinaire pour animaux de compagnie ou pour chevaux travaille différemment. Généralement, on l'appelle quand la maladie est déjà déclarée.
Nous faisons des analyses de routine, des vaccinations de protection. Nous vaccinons par exemple les truies 3 semaines avant la mise bas. Dans un élevage de masse, le risque de contagion est élevé. Si un animal malade n'est pas détecté suffisamment tôt, il peut contaminer tout le troupeau. La prévention est donc particulièrement importante. Le vétérinaire effectue des contrôles réguliers chez l'éleveur engraisseur Harald Wempe. Des porcelets viennent d'arriver en box d'engraissement. Le bâtiment est une zone d'hygiène et n'est accessible qu'avec des vêtements de protection. L'objectif de cette mesure n'est pas de protéger l'humain, mais d'éviter que l'humain ne transmette des germes au porc. La race hybride utilisée pour l'élevage porcin prend du poids rapidement, mais elle est peu résistante aux maladies. Alors, voyons voir. Ah, très bien. Ils sont ici depuis combien de temps? Depuis environ 2 semaines. Ils ont bien grossi. Ils faisaient 30 kilos en arrivant? Un petit peu plus. Un peu plus. Ils ont vraiment l'air bien. Aucun problème. Les yeux sont bien. Ils ont l'œil vif. Très bien. Les oreilles sont en bon état. Ce sont de très jolis cochons. Ils me donneraient presque faim. Pour éviter que les cochons ne se blessent et ne développent des infections, les éleveurs leur écourtent la queue à la naissance. Il y a eu de nombreuses expériences à ce sujet et malheureusement, on constate que lorsque les queues ne sont pas coupées, ils ont tendance à se la mordiller mutuellement. Ça arrive notamment en situation de stress, quand il y a des courants d'air par exemple. Outre les courants d'air, l'atmosphère générale dans le box est déterminante pour la santé des bêtes et pour les choix des traitements médicamenteux. Ton distributeur de nourriture est bien sec, la qualité de l'air dans le box est bonne, il ne fait pas trop humide. Quand on entre, on peut avoir une impression d'humidité, mais ici, quand on souffle, la poussière s'envole, ce qui est très bon signe. La toile d'araignée là-bas ne bouge pas, il n'y a donc pas de courant d'air. Franchement, pour le moment, tout est parfait. Pour dépister d'éventuels agents infectieux et développer des vaccins pour les contrer, le vétérinaire prélève des déjections avec des pédichiffonettes. Je vais arpenter le box avec les chiffonnettes de prélèvement comme je le fais pour les volailles. Je vais recueillir le plus de déjections possible et les faire analyser en laboratoire. Si le résultat est négatif, on en reste là. Si c'est positif, on va mettre la bactérie en culture pour savoir à quelle souche de salmonelle on a affaire. Si c'est une Typhimurium, une London, une Derby ou autre chose. Le test est une mesure préventive. Pour l'heure, les bêtes sont en bonne santé. C'est un peu embêtant parce qu'elles se décrochent facilement. Il faut faire attention. Le mieux, c'est de marcher dans les déjections. Malgré le caillebotis qui laisse passer les déjections, le box est jonché de matière fécale, comme dans tous les élevages de masse. S'il y a quelque chose, on en a forcément un échantillon sur les chiffonnettes ou sur les doigts. Voilà. On va envoyer ça au laboratoire. On remplit le sachet d'eau pétonnée, c'est un milieu de culture. On fait incuber à une température qui favorise le développement de salmonelle et on regarde s'il y en a ou pas. Si un pathogène se développe, un traitement est immédiatement mis en place. Toutes les bêtes du box, voire de l'exploitation, seront alors soignées préventivement avec un médicament mélangé à la nourriture ou à l'eau. C'est un peu comme chez les humains. L'homme peut lui aussi avoir un refroidissement, un rhume ou une grippe. Quand un cochon a la grippe, en tant qu'éleveur, je suis obligé d'appeler le vétérinaire pour traiter mes bêtes. C'est mon devoir d'éleveur. Les éleveurs ont des contrats de livraison au jour près avec les abattoirs. Or, chaque maladie risque de retarder ces livraisons. Pour éviter les pénalités contractuelles, les éleveurs et les vétérinaires
doivent intervenir le plus vite et le plus efficacement possible. Voilà pourquoi, en moyenne, un cochon d'élevage allemand ingurgite des antibiotiques 3 ou 4 fois au cours de ses 8 mois de vie. Quand j'ai affaire à un cochon qui a une entorse, je ne traite évidemment pas tout le groupe. Je ne soigne que l'animal blessé. Mais quand il s'agit d'une maladie contagieuse comme la grippe, c'est comme chez les humains. Le risque de contagion est très élevé. Et dans ce cas, on traite tout le groupe. L'Allemagne fait partie des plus gros utilisateurs d'antibiotiques par animal d'élevage. Au cours de l'année 2016, la médecine vétérinaire en a administré 800 tonnes. Une pratique potentiellement lourde de conséquences. L'utilisation répétée d'antibiotiques entraîne une prolifération de germes résistants aux antibiotiques. Comment la résistance aux antibiotiques apparaît-elle? En principe, l'antibiotique se fixe sur la bactérie et la neutralise. Mais par une mutation de leur structure ou de leur gène, certaines bactéries parviennent à se protéger contre les antibiotiques. Elles se multiplient et créent des souches résistantes. Certaines souches sont même capables de transmettre leurs propriétés à d'autres bactéries. L'accumulation de plusieurs résistances acquises peut entraîner l'apparition d'une bactérie multirésistante qui sera alors insensible à la plupart des antibiotiques. Et cela représente un danger pour l'homme. Cet hôpital dispose d'un service destiné aux patients infectés par la bactérie SARM, le staphylocoque doré, et sur lesquels les antibiotiques courants sont sans effet. Dans l'unité des soins intensifs, les médecins luttent pour la survie de leurs malades. Le docteur Matthias Pletz dirige le service d'infectiologie du CHU d'Iéna. Il étudie le développement et la propagation du SARM et travaille sur les moyens de le contrer. Il sait comment ces bactéries multirésistantes peuvent passer des élevages intensifs jusqu'à notre assiette. Les élevages de masse font un usage intensif des antibiotiques. Les vétérinaires pratiquent ce qu'on appelle la métaphylaxie. Quand vous avez 20 000 volailles dans un box et que certaines tombent malades, comme vous ne pouvez pas les traiter individuellement, vous traitez l'ensemble des bêtes en leur administrant des antibiotiques via l'alimentation. La bactérie passe par les abattoirs et finit par arriver chez le consommateur. Lorsque la viande est cuite, grillée ou rôtie, ça ne pose aucun problème. Mais admettons que vous utilisiez le même couteau pour émincer votre viande que pour découper votre salade que vous mangez crue. Dans ce cas, vous courez le risque de vous infecter. Mais la viande crue n'est pas le seul produit susceptible de transmettre une bactérie multirésistante. Les végétariens et les véganes risquent également de s'infecter. Nous savons aujourd'hui que les légumes exposés aux engrais naturels, comme le lisier, présentent un risque important de contamination par des bactéries pathogènes. C'est le cas des salades et des carottes, par exemple. Souvent, les légumes de ce genre ne sont pas cuits. Dans certains pays étrangers, on utilise encore beaucoup le lisier. Le meilleur exemple est l'épidémie d'Escherichia coli, qui s'est produite en Allemagne en 2011. Les germes intestinaux n'avaient pas été transmis aux consommateurs par la viande, mais par des légumes. En 2011, l'Allemagne connaît une épidémie de gastro-entérite qui touche plus de 4000 personnes. Elle fera 53 morts. Le simple fait de caresser un animal qui a mangé de la viande infectée peut suffire à être contaminé par une bactérie multirésistante. Dans un premier temps, le patient ne se rend compte de rien. La bactérie est en dormance. La question est de savoir si ces bactéries multirésistantes augmentent le risque de mortalité. Prenons le cas d'un patient âgé, opéré d'un cancer de l'intestin et infecté par une bactérie multirésistante à la suite d'un défaut d'étanchéité d'une suture. En cas de traitement antibiotique inadapté, ce patient peut mourir d'une septicémie. Les stades de gravité des maladies ont donné lieu à de nombreuses études et on estime qu'en moyenne, les bactéries intestinales multirésistantes augmentent la mortalité d'1 degré supplémentaire, quel que soit le stade de la maladie. En d'autres termes, un malade porteur d'une telle bactérie a 2 fois plus de probabilité de décéder.
L'utilisation d'antibiotiques dans les élevages intensifs est-elle réellement nécessaire ou répond-elle surtout à des intérêts financiers? C'est l'une des questions que le Dr Pletz aborde dans ses cours à l'université d'Iéna. L'utilisation des antibiotiques dans l'élevage de masse fait actuellement l'objet de nombreux débats. Il faut savoir que 30% des antibiotiques produits sont employés pour la médecine humaine et que 70% sont administrés dans la production animale. Alors bien sûr, entre les pour et les contre, les débats sont relativement passionnés. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que dans les articles rédigés par des politiques, 7 étaient pour et 7 étaient contre. Du côté des scientifiques, 100 publications étaient contre l'utilisation d'antibiotiques dans la production animale, et seulement 7 ont affirmé que cela n'avait pas d'importance. Il semble que le monde politique cherche effectivement à faire du lobbying dans un certain sens. L'Allemagne produit le plus grand nombre de porcs. Elle utilise également le plus d'antibiotiques par animal. Bien plus que les autres pays producteurs de viande. En moyenne, 150 mg d'antibiotiques par kilo de viande. C'est davantage qu'en France et près de 4 fois plus qu'au Danemark. Pour Reinhild Benning de Germanwatch, un changement de mentalité s'impose d'urgence. C'est très alarmant. C'est aussi le constat que font les hôpitaux et les médecins. Dans le contexte actuel, les élevages de masse contribuent à l'augmentation des dépenses de santé. Et au-delà de ça, ce qui n'est pas chiffrable, c'est la souffrance des 15 000 personnes qui meurent chaque année en Allemagne parce que les antibiotiques n'ont plus d'effet sur elles. Dans le cas d'une infection potentiellement mortelle, les antibiotiques de réserve sont la dernière option possible. S'ils sont administrés trop tard, le patient décède. Pourtant, les médecins ne les prescrivent qu'en dernier recours, pour éviter que les germes ne développent une résistance contre ces antibiotiques de réserve. La colistine est l'un des derniers antibiotiques de réserve. C'est un vieil antibiotique qui a longtemps été délaissé en raison des effets secondaires qu'il produit. Mais en l'absence d'alternative, il est à nouveau utilisé. Dans le monde entier, on essaie d'éviter à tout prix que la colistine ne serve pour l'engraissement du bétail. Elle est pourtant utilisée dans ce but. Notamment en Allemagne. Retour à la clinique vétérinaire d'Andreas Wilms. Selon l'Office fédéral pour la protection du consommateur et la sécurité alimentaire, la colistine est le 3e antibiotique le plus utilisé dans les élevages allemands. Nous ne sommes donc pas surpris de découvrir chez Andreas Wilms un médicament contenant cette molécule. Nous ignorons si le Dr Wilms utilise des antibiotiques de réserve. En revanche, l'Office fédéral pour la sécurité alimentaire indique qu'en 2016, 82 tonnes de colistine ont été utilisées dans les élevages allemands. L'OMS a pourtant classé la colistine dans sa liste des médicaments essentiels à l'homme. Mais pourquoi utilise-t-on en élevage des antibiotiques destinés à sauver des vies humaines? Et combien d'humains sont d'ores et déjà porteurs de bactéries multirésistantes en dormance? En Allemagne, on estime que 8 à 10% de la population en bonne santé sont porteurs de ces germes intestinaux. Il existe très peu d'antibiotiques de recours pour les combattre. Et à moyen terme, aucune nouvelle molécule susceptible de régler le problème ne devrait apparaître. Près d'un Allemand sur 10 est porteur d'une bactérie multirésistante. Nous décidons de vérifier si la viande à bas prix vendue en supermarché est effectivement un vecteur de ce genre de bactéries. Plusieurs ONG ont révélé des concentrations élevées de bactéries SARM dans des viandes de supermarché. On nous dit que l'utilisation des antibiotiques est en recul. Mais des études réalisées en Allemagne ou à l'étranger par plusieurs organisations indépendantes démontrent que la teneur en germes multirésistants de la viande de porc reste très importante. L'association de défense des animaux PETA effectue une série d'achats-tests dans plusieurs supermarchés et discounters de Weilimdorf, une banlieue résidentielle de Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne.
l'ONG achète 30 échantillons de viande de porc dans des points de vente de 6 chaînes de supermarchés et de discounters. Des viandes de marques différentes, provenant de plusieurs abattoirs et usines de découpe. Parmi ces viandes, toutes produites en Allemagne, figurent aussi des viandes bio. Les testeurs veillent scrupuleusement à ne pas interrompre la chaîne du froid. Tous les échantillons sont achetés le même jour et en l'espace d'1 heure. Les conditions de test sont ainsi identiques pour tous les lots de viande. Les recherches de bactéries multirésistantes sont effectuées par un laboratoire d'analyse alimentaire indépendant. Les analyses microbiologiques ont révélé qu'un échantillon sur 6 était porteur de germes SARM et représentait un danger potentiel pour le consommateur. D'autres analyses indépendantes confirment ce résultat. En moyenne, 20% des viandes provenant de supermarchés et de discounters allemands contiennent des bactéries multirésistantes. En 2014, le gouvernement britannique a commandé une étude à ce sujet. Le rapport des chercheurs conclut que sans une réduction de l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage, les bactéries multirésistantes causeront le décès de 10 millions de personnes par an d'ici 2050. Il existe pourtant des moyens de réduire considérablement l'utilisation des antibiotiques dans l'engraissement des porcs, même dans les élevages intensifs. C'est ce que fait la Suède depuis plusieurs années. La ferme Idinge est un élevage de porcs lambda en Suède. Ici aussi, c'est une production de masse. Mais en Suède, les conditions de vie des porcs d'élevage sont fixées par la loi et font l'objet de contrôles stricts. Le bien-être animal est ici un concept essentiel. La ferme Idinge produit 15 000 cochons par an pour le marché suédois. L'exploitation appartient à Håkan Wallstedt. Comme tous les éleveurs suédois, il a fait le choix d'un élevage respectueux des animaux. Il veut des bêtes en bonne santé. Ces cochons vivent également dans des boxes, mais ils disposent de plus d'espace que dans les élevages intensifs allemands. Et ils ne séjournent pas en permanence sur un sol en caillebotis. Voici l'espace séjour. C'est là que nos cochons mangent et dorment. Et ici, il y a les toilettes, où ils se rendent pour faire leurs besoins. Ici, nous avons étendu de la paille par terre et nous avons du chauffage au sol parce qu'en Suède, les hivers sont très froids. Les cochons apprennent très vite à distinguer les toilettes de l'espace séjour, où ils mangent. Les cochons sont des animaux intelligents, capables de comprendre qu'il y a un lieu dédié à leurs besoins naturels. Le caillebotis des toilettes filtre leur déjection. Mais 60% des boxes doivent être en sol intégral, ce qui est plus agréable pour déambuler et dormir. La qualité de l'air est également réglementée. La teneur en ammoniac dans l'air est limitée et le bruit de la ventilation ne doit pas être trop fort. La loi nous demande aussi de leur fournir une litière. Nous utilisons de la paille. En plus, ça les occupe. Ils mastiquent de la paille au lieu de se mordiller la queue. C'est bien mieux pour eux. L'écourtage des queues est interdit en Suède. Les éleveurs suédois n'agissent pas ainsi uniquement par sens moral. Les conditions d'élevage sont encadrées par la loi. Les soins sont également réglementés. En Suède, les antibiotiques ne sont pas fournis par le vétérinaire, mais achetés en pharmacie sur ordonnance, comme dans la médecine humaine. Et en cas de maladie, les éleveurs ne soignent que les bêtes touchées, et non pas tout le box. Quand un cochon tombe malade, nous le plaçons ici, dans un box séparé, où il ne sera pas importuné par les autres cochons. Et nous ne donnons des antibiotiques qu'aux animaux malades. Dans cette exploitation, ça correspond à 300 cochons par an, soit 2% de nos bêtes.
Ce qui veut dire que 98% de nos cochons ne sont pas traités aux antibiotiques. L'utilisation d'antibiotiques pour les soins vétérinaires est nettement moins élevée en Suède qu'en Allemagne. Le recours aux antibiotiques de réserve dans les élevages est strictement réglementé. Conséquence, la viande suédoise ne contient quasiment pas de bactéries multirésistantes, contrairement à l'Allemagne où un lot de viande de porc sur 6 est contaminé. En Suède, nous utilisons très peu d'antibiotiques. Et notre viande de porc n'a pas de salmonelle ni de bactéries multirésistantes. Mais tout cela a un prix. Depuis l'adhésion de la Suède à l'Union européenne en 1995, les supermarchés suédois proposent des viandes allemandes et danoises bon marché. Et dans cette guerre de prix, les éleveurs suédois ne peuvent pas rivaliser. Le coût de production de leur viande est supérieur au coût des éleveurs allemands ou danois. Maria Forsuvut leur propose des solutions pour vendre leur viande malgré tout. Quand vous élevez des animaux dans de bonnes conditions, il est important d'en informer le consommateur. Si vous ne le faites pas, le consommateur ne comprendra pas qu'il a tout intérêt à acheter votre viande, même si elle est un peu plus chère, pour vous permettre de continuer à faire de l'élevage respectueux. La Suède a développé un label qui signale aux consommateurs « Viande de Suède, issue d'un élevage adapté à l'espèce ». Les consommateurs ont une grande confiance envers les producteurs suédois parce qu'ils savent que les éleveurs suédois traitent bien leurs animaux. Ici, le bien-être animal est très important. Nos bêtes sont en bonne santé et nous utilisons peu d'antibiotiques. Si vous créez un label, il faut qu'il soit lié à des engagements. Sinon, il ne correspondra à rien. Dans les supermarchés suédois, le client peut choisir entre de la viande suédoise chère, issue d'un élevage respectueux et marquée du label suédois, et la viande bon marché importée d'Allemagne. Quel est le choix des consommateurs ? Je suis d'accord pour payer plus cher pour avoir de la viande de Suède, parce que je sais que nous utilisons moins d'antibiotiques que d'autres pays. Quand je prends de la viande, que ce soit de la viande hachée, du filet ou du bœuf, je choisis toujours les circuits courts. Je préférerais de la viande de la région, mais tant qu'elle vient de Suède, je l'achète. Ça signifie qu'elle ne vient pas d'un pays lointain, où on ne sait ni par qui, ni comment elle a été produite. Les chaînes de supermarchés se sont adaptées à la demande de viande issue d'élevages respectueux. 70% des Suédois achètent de la viande locale, bien qu'elle coûte de 30 à 50% plus cher que la viande allemande. Les clients sont prêts à payer plus cher pour avoir une viande produite localement. La viande locale se vend beaucoup mieux que la viande étrangère. Mais pour cela, il faut un label fiable et contrôlé par l'État qui donne aux consommateurs la certitude d'acheter une viande produite dans un élevage respectueux. Le label garantit plusieurs points d'engagement. Une utilisation d'antibiotiques réduite au minimum nécessaire, la présence dans les box d'un espace litière et de toilettes, et la mise à disposition de paille pour jouer, ce qui rend superflu l'écourtage de la queue des animaux. Grâce à cela, 70% des Suédois achètent de la viande suédoise et sont prêts à la payer 2 fois plus cher. Les viandes bon marché allemandes et danoises restent le plus souvent invendues. En Allemagne, il existe aussi des labels d'élevage respectueux. Mais ils sont nombreux et variés, à tel point qu'ils créent la confusion. D'autant qu'ils ne sont pas contraignants. Le gouvernement allemand mise en effet sur le principe d'un label volontaire. Résultat, même les usines à viande et les supermarchés proposent des viandes soi-disant issues d'élevages respectueux.
Nous sommes face à une profusion d'étiquetages et tous ne sont pas contrôlés. Certains étiquetages sont tout simplement créés par les producteurs eux-mêmes. La plupart d'entre eux nous promettent la même chose. Produits sains, agriculture durable, bio, etc. Et pour le consommateur, c'est très difficile de s'y retrouver. En Allemagne, une multitude de labels promettent un élevage soucieux du bien-être animal. Mais le bien-être des cochons nécessite de l'espace et de la paille pour satisfaire leur instinct de fouissement. Or, en Allemagne, le quotidien des porcs est tout autre. Un cochon de 120 kg dispose d'un espace de la taille d'une baignoire. Et à la place de la paille, un bout de caoutchouc accroché à une chaîne sert de jouet à 30 cochons. Les jouets sont obligatoires. On essaie de faire en sorte qu'ils soient relativement simples, mais les animaux les apprécient. Il faut qu'ils soient en caoutchouc, comme celui que vous voyez ici. Même les élevages industriels comptent au centime près. Sur le marché mondial, le prix du porc fluctue sans arrêt, parfois même d'un mois à l'autre. Quand les éleveurs ont de la chance, le prix moyen à l'année est légèrement supérieur à leur coût de production, qui se situe autour d'1,55 € par kilo. Le problème est que les acteurs de la grande distribution bradent la viande pour se faire de la publicité. Ils multiplient les promotions pour attirer les clients et ils vendent la viande à des prix parfois inférieurs au prix coûtant. Ensuite, ils essaient de répercuter ces prix sur les éleveurs. Pour nous, ce n'est pas tenable. D'autant qu'il y a de plus en plus de lois de protection de l'environnement et des animaux, qui sont certes légitimes, mais qui nous coûtent très cher. Voilà en gros la situation dans laquelle nous sommes. Et on essaie d'en tirer le meilleur parti possible. Depuis plusieurs années, le prix du porc en supermarché stagne. Or, les coûts de production augmentent. Pour s'en sortir, les éleveurs sont contraints d'optimiser leur rendement. Faire plus grand, avec plus de bêtes et moins de personnel. Le consommateur est-il réellement prêt à accepter tout cela pour avoir de la viande bon marché? Selon l'université de Göttingen, 85% des Allemands souhaitent que les animaux soient traités dignement et seraient prêts à payer leur viande jusqu'à 30% plus cher pour cela. Or, un rapport du ministère allemand de l'Agriculture a établi que des conditions d'élevage respectueuses ne ferait augmenter les prix en caisse que de 3 à 6%. Il serait préférable de passer d'une production quantitative à une production qualitative. Cela augmenterait les revenus des acteurs de la production. Cela coûterait un peu plus cher aux consommateurs, mais en échange, nous aurions des produits raisonnés, plus sains, et qui ne causeraient pas une pollution qu'il faut compenser ensuite avec l'argent des impôts. Un produit de qualité pourrait même rapporter davantage aux producteurs que des produits bon marché. Mais en Allemagne comme en Europe, la majeure partie de la viande est vendue en supermarché. Une viande issue d'élevage intensif qui pollue l'environnement et maltraite les bêtes. Une viande qui ne coûte pas cher, à la caisse. Je ne dis pas qu'il faudrait que nous devenions tous végétariens. En revanche, je crois que nous devrions manger de la viande de qualité et de façon plus modérée. Ce serait mieux pour tout le monde, pour la santé des consommateurs, pour l'environnement et pour les producteurs qui augmenteraient leurs revenus. Voilà un axe de développement qui me paraît durable. Mais ni le gouvernement allemand, ni les éleveurs industriels ne semblent disposés à changer de cap. Le non-respect des directives n'a pas de conséquences directes pour les pollueurs. Un label indépendant et contrôlé n'existe pas. Et le ministre de l'Agriculture est occupé ailleurs. Tant que l'Allemagne souhaitera exporter du porc à bas prix, et tant que le consommateur préférera acheter bon marché, la viande sera produite le moins cher possible, au détriment de l'environnement, de notre santé et du bien-être animal.